tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi 8 avril, comme d'habitude, actualité de la semaine. Donc, on va commencer cette semaine avec, j'espère en fait que vous avez pu voir hier la super lune. Elle était peut-être pas hyper plus grosse qu'à l'habitude, là, sincèrement, mais elle était clairement plus illuminée. Donc, un beau petit spectacle que la nature nous a offert hier lors de cette belle soirée en plus qui était complètement dégagée, fait qu'on avait vraiment une belle vue sur cet astre qui est le plus rapproché de la Terre dans notre système solaire. Aujourd'hui, je vais parler en premier de la course à la Maison-Blanche parce que oui, malgré le coronavirus, les États-Unis vont fort probablement connaître une course présidentielle qui se terminera en novembre avec l'élection ou la réélection d'un président. Euh, la chose importante à savoir, c'est que hier, Bernie Sanders a décidé de quitter la course. Il a quitté la course parce qu'il sent qu'il n'a plus les moyens de battre Joe Biden, qui est l'ancien vice-président de Barack Obama. Ce faisant, faites le calcul, là, on est à peu près à 6 mois et demi de l'élection présidentielle. Les démocrates se retrouvent avec un chef clair, qui est Joe Biden, qui va les mener contre Donald Trump. Il faut comprendre qu'au début de la course, tout le monde pensait que Joe Biden allait l'emporter. Il l'a emporté effectivement, même dans d'une façon assez particulière, là. Ceux qui étaient dans mes classes le savent parce qu'on a suivi un petit peu les primaires démocrates, mais Joe Biden a perdu les premières primaires de façon cuisante. C'était même pas proche. Il terminait souvent troisième, des fois même quatrième candidat sur les dizaines qu'il y avait. Puis montrait aussi vraiment un gros recul sur les Bernie Sanders de ce monde. Et pourtant, tout a changé lors du Super Tuesday, donc du Super Mardi, alors que Joe Biden a gagné le principal État qui est en jeu, c'est-à-dire la Californie. Et suite à ça, ben, il a vraiment été, dans le fond, porté par une vague qui l'a amené, ben, comme vous le voyez maintenant, au titre de candidat démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Pourquoi aujourd'hui on décide de faire ça? Ben, c'est parce que je pense que Bernie Sanders sent que la crise du coronavirus est extrêmement mal gérée par Donald Trump. Et plutôt que de s'entre-déchirer dans le même parti, je pense que les démocrates ont le désir de s'unir derrière un candidat pour attaquer les républicains et l'administration de Donald Trump et leur gestion de cette crise-là, qui est à certains égards catastrophique. Donc, on va vouloir taper sur le clou de l'ingérence de l'administration Trump dans la crise du coronavirus à plusieurs reprises, le plus souvent possible, et avec un candidat bien établi, bien connu du public, ben, on pense qu'on a de meilleures chances de battre Trump en novembre. Fait qu'on va voir comment ça va virer, comment ça va aller. Les autres primaires, est-ce qu'elles auront lieu? Parce que quand même, il y a eu une élection hier au Wisconsin. Oui, en plein milieu du coronavirus et de la distanciation sociale, les républicains ont martelé qu'il fallait y avoir élection. Les démocrates demandaient à ce qu'elle soit repoussée. Les républicains sont allés jusqu'en Cour suprême pour demander qu'elle soit maintenue. Et la Cour suprême a accepté de garder l'élection. Pourquoi les républicains tenaient absolument à garder l'élection hier? Parce que les républicains ont de meilleures chances de l'emporter quand il y a un petit taux de participation. Donc, plus le taux de participation aux élections est bas, plus les républicains ont de chances de gagner, c'est prouvé. Ce faisant, en sachant qu'il y avait justement une crise du coronavirus et que ça allait faire craindre justement la sortie de plusieurs électeurs, ben à ce moment-là, il se disait qu'il y avait peut-être une meilleure chance de l'emporter, surtout pour un juge ultra-conservateur de la Cour suprême, bizarrement, euh, qui était en élection hier et qui a gagné. Donc, quand même, là, une grosse soirée assez particulière et on se rend compte que les États-Unis, c'est pas un coronavirus qui va arrêter cette société-là au niveau des élections. C'est très partisan. Alors qu'au Québec, comme le disait Patrick Lagacé dans la presse ce matin, au Québec, la partisanerie a comme disparu à cause de tout le branle-bas de combat qu'on a mis contre le virus. Euh, François Legault parle pratiquement 2 fois par semaine avec les chefs de l'opposition. Les chefs le parti de l'opposition se parle souvent, dans le fond, de la façon dont François Legault travaille, puis il le fait avec éloge. Non seulement ça, mais travaille aussi à faire pousser les mêmes politiques que le gouvernement en place. On ne voit pas ça souvent. On voit ça au Québec, on voit ça même aussi au Canada, mais aux États-Unis, clairement, c'est pas la même façon de fonctionner. Ensuite, on va parler un petit peu du panier bleu. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. C'est une initiative du gouvernement pour promouvoir l'achat local. Donc déjà, je vous en avais parlé il y a de ça 2 chroniques
quand j'avais parlé de la restauration, de dire acheter locaux, dans des petits restaurants locaux, encouragez-les, faites des commandes pour pouvoir justement leur permettre de faire un peu d'argent, de pouvoir garder leurs employés. Ben là, François Legault décide de faire quelque chose avec son gouvernement d'un peu plus gros. Donc, le panier bleu, c'est quoi? C'est un site référentiel. Le but est non lucratif, mais plutôt référentiel pour que les consommateurs québécois puissent aller regarder euh, l'ensemble des détaillants qui vendent des produits du Québec dans leur région. Donc, on peut aller regarder le site. Dimanche, il y avait 1100 commerçants qui s'étaient inscrits. Il y en a eu plusieurs autres depuis ce temps-là qui sont inscrits. Là, on est rendu mercredi, donc il y en a plusieurs centaines d'autres qui sont inscrits. Donc, on peut aller regarder dans notre région quels détaillants sont ouverts, qu'est-ce qu'ils vendent. On peut faire les commandes en ligne sur les sites des détaillants seulement. Mais c'est quand même un site référentiel qui, selon plusieurs, tarde. Ça aurait dû commencer avant même le virus. Il me semble que c'est, comment dire, euh, c'est assez apprécié des commerçants locaux quand il y a une promotion du gouvernement pour ces produits-là. On veut que nos commerçants, on veut que nos artisans québécois puissent vivre de leur travail, puissent s'épanouir. Puis ben, en les faisant découvrir comme ça, c'est quand même une belle façon de le faire. Fait que si jamais vous avez l'occasion, allez voir le panierbleu.ca parce que c'est quand même important pour faire rouler l'économie québécoise dans des moments plus difficiles et puis d'encourager des personnes qui travaillent fort mais qui ont peut-être des fois des difficultés à arriver. Fait que aller regarder ça, ça pourrait peut-être être intéressant. Finalement, vous avez peut-être entendu parler des constats d'infraction que la police de Montréal a commencé à donner aux personnes qui ne suivent pas les consignes de distanciation sociale. Parce que pour certains, il faut croire que la distanciation sociale, ce n'est que pour les autres, ce n'est pas pour eux. Euh, Fait que ce qu'on sait, c'est qu'en date d'aujourd'hui, il y a plus de 400 constats qui ont été donnés. Ce pas des constats de 50 ou 60 dollars, c'est des constats souvent qui dépassent les 1000 dollars, 1500 dollars par constat. Fait que par exemple, on a des personnes qui se sont fait donner un constat parce qu'ils jouaient un match de soccer dans un parc à Montréal. Donc, chaque joueur a non seulement été apostrophé par la police, mais ont reçu chacun plus de 1000 dollars de constat d'infraction. C'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est pas comme si on les avait pas prévenus. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Ça fait plusieurs semaines que François Legault dit que la distanciation sociale est le nerf de la guerre. Et ce qu'il a dit, dans le fond, quand il a décidé de laisser aller la police de Montréal à émettre des constats d'infraction, c'est de dire que les récalcitrants, donc les personnes qui décident de ne pas se distancier socialement, ben, à un moment donné, ils nuisent aux efforts de tous les autres qui, eux, le font. Donc, la grande majorité du monde font cette distanciation sociale-là. Ceux qui ne le font pas, qui sont en minorité, ben, eux se verront remettre un constat d'infraction si la police les prend en flagrant délit. Fait quand même assez important, là. Et finalement, dernière nouvelle au niveau du football européen, donc du soccer, là, on a officiellement établi qu'il y avait eu des pots de vin qui avaient été donnés en 2018 et en 2022 pour l'attribution des Coupes du monde de soccer de la FIFA en Russie et au Qatar. On s'y attendait. Ça fait des années qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites à ce niveau-là, qui ont prouvé qu'il y avait des liens. Mais hier, au niveau des médias, c'est la première fois qu'on l'a dit officiellement. Donc, pots de vin qui ont été donnés à des personnes qui votaient pour l'élection d'une ville ou d'un pays pour recevoir la Coupe du Monde. Par exemple, le vice-président de la FIFA aurait reçu un pot de vin qui avoisinerait jusqu'à 4 millions de dollars. D'autres personnes qui votaient auraient reçu des pots de vin allant de 1 à 2 millions de dollars. Et c'est ça qui a permis à la Russie et au Qatar d'obtenir la Coupe du Monde de la FIFA. La Russie, la Coupe du Monde est déjà terminée, donc il y a déjà des personnes qui sont mises en accusation, qui ont été condamnées. Il y en a qui font de la prison, mais la Russie a quand même reçu la Coupe du Monde. Pour ce qui est du Qatar, la Coupe du Monde a lieu dans 2 ans. Ils vont quand même recevoir la Coupe du Monde, mais encore là, il y a des personnes qui ont reçu des pots de vin qui vont avoir des procès en relation avec leurs agissements. Comprenez que le Qatar, pour ceux qui ne sont pas au courant, n'avait pas les installations pour recevoir la Coupe du Monde, mais grâce au pétrodollar, donc les dollars gagnés grâce au pétrole, le Qatar a littéralement construit des villes qui tournent autour d'un stade pour pouvoir recevoir la Coupe du Monde. Donc, c'est des milliards et des milliards de dollars qui ont été dépensés seulement pour cet événement-là. Euh, non seulement ça, mais le Qatar est extrêmement chaud en été. Ce faisant, la FIFA a fait une première. Ils ont même accepté de déplacer le calendrier de la FIFA vers l'hiver
pour qu'on ne vive pas des températures de 50 degrés Celsius sur le terrain de jeu. Et aussi, plusieurs des stades seront, en tout cas, on va essayer de les rendre un peu plus climatisés parce que sinon, ça aurait été dangereux pour la santé des joueurs. Fait que c'est là que tu te rends compte que la FIFA a clairement été soudoyée pour permettre l'attribution de la Coupe du Monde. Tu ne donnes pas la Coupe du Monde à un pays où il y a un climat qui est dangereux pour les joueurs s'ils jouent à l'extérieur, en plus d'un pays qui n'a pas les installations pour le recevoir, puis qui disent on va le construire à coût de milliards de dollars. Il y a quelque chose qui ne marche pas derrière tout ça. Et puis ben, maintenant, c'était établi au grand jour qu'effectivement, il y a eu de la malversation, qu'il y a eu pot de vin et qu'il y aura des conséquences par rapport aux acteurs qui ont reçu ces pots de vin-là, qui ont agi comme ça. Mais malheureusement, les pays qui, eux, compétitionnaient contre le Qatar et la Russie ne verront pas la Coupe du Monde dans leur pays, mais devront quand même la regarder dans les pays qui l'ont reçu malgré tout. Donc, voilà pour les actualités. En termes de suggestions, cette semaine, au niveau littéraire, je vous invite à regarder, plutôt à lire. Moi, un des premiers romans que j'ai vraiment accroché, c'est l'auteur français Alexandre Jardin. Donc, Alexandre Jardin est un auteur français qui a écrit plusieurs livres. C'est un des auteurs français les plus lus dans les 2 dernières décennies. Et de mon côté, je vous propose 2 livres. Le premier, c'est L'île des gauchers, alors que le deuxième se nomme Le Zèbre. Ça raconte un peu des histoires. Certains disent que c'est biographique, d'autres disent que c'est biographique, mais en même temps très romancé. Ça parle un peu des histoires d'amour dans la famille d'Alexandre Jardin, des histoires d'amour jamais simples, toujours complexes, toujours très originales. Le père d'Alexandre Jardin, semblerait-il, était un homme qui voulait vivre toujours sa vie à 100 000 à l'heure. Et lors d'une entrevue, Alexandre Jardin avait déjà dit même que son père avait déjà, avec lui, déposé un chèque en blanc dans des boîtes à mal en disant si jamais quelqu'un décide de prendre ce chèque-là et de marquer 1 million de dollars, ben on est ruiné. Donc il faut profiter de la journée d'aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si demain on va encore avoir de l'argent. Ça vous donne un peu l'idée du personnage et Alexandre Jardin, dans son écriture, ressemble beaucoup à ça. Donc c'est quelqu'un qui est déjanté, qui est complètement original, créatif, et ça fait en sorte que ses histoires sont vraiment passionnantes. Et c'est les premiers vraiment romans qui m'ont accroché alors que j'avais à peu près 17-18 ans. Fait que si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur un des livres d'Alexandre Jardin, je vous le conseille fortement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On va se reparler probablement entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous, puis on se reparle très bientôt. Ciao!